Danger mondial, franc-maçonnerie de haut grade. Dans cette émission, les énergies criminelles et les magouilles de la franc-maçonnerie de haut niveau sont mises à la lumière. Il ne s'agit toutefois pas de remettre en question leur bienfaisance dans les 3 grades symboliques de base. Mais ces grades d'apprentis et compagnons, etc., incarnés par les petits frères des loges johanniques, du Rotary, du Lions Club, etc., remplissent pour la franc-maçonnerie de haut niveau le même but que celui de la farine et de la craie pour le loup dans le conte avec les 7 chevreaux. Les explications suivantes sont nées en réponse à un cri de détresse des francs-maçons de haut niveau repentis. Ceux-ci ont rompu leurs secrets, poussés par l'extrême urgence pour lancer un avertissement urgent à la population mondiale. Avant de se retirer, ils ont compilé pendant des années des milliers de documents explosifs comme preuve. Cela doit démontrer que ce qui n'était jusqu'à présent qu'une thèse, pour les lanceurs d'alerte indépendants, n'est absolument pas qu'une thèse. Ils demandent donc à la communauté mondiale de stopper à temps les groupes secrets qu'ils ont dévoilés, car ils ont compris, trop tard, que ceux-ci travaillaient à une catastrophe mondiale cruelle et délibérément orchestrée qui ne pourrait pas être plus sanglante. Le but de cette catastrophe mondiale serait l'établissement d'une dictature mondiale extrêmement draconienne qui convoite pour elle-même un reste de sujets humains complètement privés de droits et de pouvoir. Suite à d'extrêmes querelles internes, des divisions et des luttes de pouvoir, ces repentis ont commencé leur travail de dénonciation impitoyable lorsqu'ils ont réalisé que l'aile du plus haut grade, sujette à un extrémisme malveillant, disposait désormais de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce plan odieux. Ces francs-maçons de haut niveau qui se sont retirés garantissent à la communauté mondiale qu'il ne s'agit pas de simples théories du complot, mais bien de véritables faits de conspiration et des projets inimaginables, dangereux pour la société, omniprésents à l'échelle mondiale, qu'il faut absolument dévoiler en unissant nos forces. Pour protéger leurs dossiers de preuves, fruits de plusieurs années de travail, ils les ont fait sceller partout dans le monde sous contrôle juridique et notarial. C'est aussi au cas où ils seraient poursuivis juridiquement pour leur témoignage, ce qui n'est pas encore arrivé. En clair, si on tatouait le symbole de la franc-maçonnerie sur le front de chaque franc-maçon qui se trouve à un levier de commande quelconque, oui, on pourrait rendre visibles les francs-maçons qui se sont infiltrés dans les hautes sphères de notre société. Les peuples seraient choqués alors de constater qu'ils se sont emparés de presque tous les leviers de commande. Ils ne maîtrisent pas seulement l'ensemble du système d'information, de communication et des finances, nos services secrets, nos armées et nos politiciens. Ils dominent également l'économie mondiale, le système de santé mondial, Big Pharma, les autorités de surveillance de toutes sortes, l'immense majorité des médias grand public, une grande partie de la culture, en particulier le cinéma, la musique et l'audiovisuel, la télévision, l'espace, etc. Grâce à leurs réseaux secrets et d'entraide mutuelle, ils ont pu s'enrichir en échappant à tous les services fiscaux et acquérir ainsi une telle position de toute puissance qu'ils ont réussi à s'emparer de la totalité du complexe numérico-financier, c'est-à-dire des principaux flux du capital mondial, et à les soumettre à leur contrôle de fer. Par le biais d'innombrables crises financières manipulées, de dangers de toutes sortes dans un climat de panique simulée, de grands projets fictifs et des milliers d'agissements hypocrites et apparemment désintéressés, ils ont pu engranger des bénéfices de crise insoupçonnés, se hisser à la tête de toutes les conquêtes techniques, scientifiques, militaires, etc. Comme les métastases mortelles d'un cancer, ils ont pu s'introduire jusqu'au plus profond des juridictions et de tout ce qui peut être appelé système de sécurité, etc., s'insinuer partout sans faille. L'infiltration est tellement avancée qu'il faut partir du principe que toutes les menaces récemment esquissées dans la panique ne sont qu'un jeu de dupes de ces frères de la loge mondiale qui souhaitent par ce biais imposer leur nouvel ordre mondial, c'est-à-dire leur propre domination du monde. Pour ce faire, ils utilisent notamment les armes météorologiques désormais bien connues ou les substances cultivées dans leur propre laboratoire qui sont à l'origine de toutes les épidémies.
La peste porcine, la grippe aviaire, la maladie de la vache folle, la maladie de la langue bleue, la pandémie des chauves-souris appelée SARS-CoV-2 et la variole du singe, etc. Cette étude fournit des preuves dramatiques qui appuient la thèse selon laquelle les hauts fonctionnaires de presque tous les pays du monde sont tous des membres de la même loge, d'un seul et même réseau de sociétés secrètes, et qu'ils doivent donc obéir aux dictats de leur maître suprême. Ce documentaire nous fait d'abord traverser les siècles pour que nous réalisions que la plupart de ce que nous avons compris jusqu'à présent comme l'histoire fatidique du monde n'était probablement qu'un calcul planifié de bout en bout. De nos jours, la logique veut que le printemps arabe qui vient de se terminer, ainsi que toutes les révolutions de couleur, les épidémies, etc., jusqu'à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, ne sont au fond qu'un seul et même scénario. Il s'agit d'un spectacle stratégique visant à réaliser des objectifs bien plus ambitieux par le biais de tous ces scénarios d'horreur orientés. Quels sont ces objectifs ? Par exemple, la réalisation planifiée depuis des siècles d'une expropriation et d'une soumission totale de toute l'humanité. Par exemple, la réalisation du chaos total planifié depuis longtemps en vue de l'élimination stratégique de toutes les nationalités. Nous parlons actuellement de la mise en œuvre ciblée d'un plan de plus de 300 ans qui vise à éliminer toutes les monnaies, les religions, les idéologies, les libertés, etc. Un plan ancestral qui, à travers la crise totale, doit permettre son propre nouvel ordre mondial ou domination draconienne du monde. Mais une telle solution ne serait pas acceptée par les peuples sans méfiance, à moins que les menaces les plus fatales, telles que le terrorisme imprévisible, les épidémies, les pandémies, les catastrophes climatiques, les crises financières mondiales, les guerres mondiales, etc., ne puissent apparemment être surmontées que par l'établissement d'une domination mondiale draconienne. Ce que le monde ne devrait évidemment jamais savoir, c'est que la quasi-totalité de la terreur a été organisée par ceux qui se présentent soudain comme la seule issue et le sauveur du monde. Parmi les innombrables mensonges et les sacrifices impitoyables qui sont d'ailleurs monnaie courante dans la franc-maçonnerie de haut niveau, ce grand spectacle doit donc servir un seul grand but final, l'établissement de la domination mondiale de cette même société secrète qui d'une main invisible dirige tout depuis longtemps. Cette tactique de la direction politique des peuples par une seule main, pour ainsi dire cachée, est d'ailleurs retenue symboliquement, comme nous le verrons abondamment par la suite, dans la franc-maçonnerie depuis Napoléon Ier. D'innombrables hommes d'État et hauts fonctionnaires se sont en effet fait dessiner, peindre ou photographier, comme Napoléon, avec une main dans le gilet. Il semble y avoir qu'un seul chemin pour venir à bout à temps de cette conspiration mondiale vieille de plusieurs siècles. La communauté mondiale trompée et pillée doit écrire les noms de tous ces pillards afin que ceux-ci puissent être jugés et privés de leur pouvoir devant un tribunal mondial élu par le peuple. Un Nuremberg II en quelque sorte. Avant que ces conspirateurs mondiaux ne puissent prochainement dépouiller les peuples de leurs derniers biens et de leur dernière liberté, les peuples doivent confondre ces sournois prédateurs au sujet de leur banditisme, de sorte que tous les biens et terres qu'ils ont volés, en effet une grande partie de la surface du monde leur appartient déjà, ainsi que tous leurs capitaux puissent être confisqués. Il est nécessaire de proclamer une annulation mondiale de la dette pour les peuples trompés. Toutes les dettes causées par cette injustice peuvent facilement être payées par les biens volés de ces pilleurs. Si les peuples ne le font pas très rapidement, ces conspirateurs le feront certainement encore de nos jours à l'encontre de tous les peuples. Depuis que les milieux de l'information libre ont commencé à dévoiler ces réseaux maçonniques qui infiltrent tout sur la toile mondiale, d'innombrables preuves pertinentes sont constamment bannies d'Internet, effacées, censurées. Il faut signaler ici que tous ces censeurs se rendent ainsi coupables de complicité de génocide. Ils seront certainement accusés de complicité lors des prochains procès Nuremberg II.
En effet, chaque jour, ils font disparaître des milliers d'informations pertinentes de la toile. Et au lieu de preuves vitales sur ce complot réel, on trouve maintenant des textes et des vidéos qui minimisent systématiquement la franc-maçonnerie, la protègent, la justifient et même la glorifient. Voyons donc quelques-uns de ces titres qui apparaissent en premier lieu sur Google. Si on demande par exemple « Quel est le danger de la franc-maçonnerie ?» Que se passe-t-il alors? Aussitôt, la Deutschlandfunk titre de manière extrêmement rassurante « Les francs-maçons, des pierres pour un monde meilleur ». Et puis cette même Deutschlandfunk associe intelligemment dès le sous-titre toute critique de la franc-maçonnerie aux nazis antisémites. Donc, il a toujours été clair pour les nazis, les juifs et les francs-maçons, ils sont de mèche. Le magazine Géopus réhabilite lui aussi les sociétés secrètes dès son titre. Francs-maçons, une société secrète sans un seul secret. Les francs-maçons pratiquants préfèrent s'auto-présenter avec ce slogan. Francs-maçons, le sens et le but est l'amélioration de soi. Même les soi-disant experts en religion, qui stigmatisent habituellement toutes les sectes d'arrière-cour, même les plus inoffensives, enlèvent leur mise en garde contre la franc-maçonnerie en tant que secte et la minimisent considérablement dès le titre, et les experts en religion doivent bien le savoir. La franc-maçonnerie a perdu de son importance. Le Centre fédéral pour l'éducation politique condamne également dès son surtitre toute référence à un réseau maçonnique influent comme un simple mythe. Les francs-maçons, le mythe d'un réseau influent. Et c'est avec cette petite sélection parmi d'innombrables autres dénigrements sur le web que nous nous lançons maintenant dans la réalité. Nous vérifions notamment si les réseaux maçonniques ne sont en fait qu'un mythe sans influence significative. Nous nous intéressons tout particulièrement à la question de savoir si l'intérêt des francs-maçons pour la politique est vraiment aussi faible que ce qui est affirmé avec insistance sur toutes sortes de sites web maçonniques originaux, comme celui qui suit, également dans son surtitre « La franc-maçonnerie n'est pas un mouvement politique et n'est pas un groupe de pression ». Les loges et les grandes loges ne formulent pas de programme et ne prennent pas part aux débats politiques partisans. En outre, les francs-maçons de haut niveau aiment dissimuler la vérité en disant par exemple « En fait, nous ne sommes pas des loups déguisés en moutons, mais plutôt des moutons déguisés en loups », dont la dangerosité est bien en deçà de l'image qu'en donnent la littérature et les médias. Nous avons commencé nos recherches à partir du XVIIIe siècle. Nous nous sommes d'abord intéressés à la question de savoir si les francs-maçons n'étaient effectivement pas actifs sur le plan politique, comme ils le prétendent toujours solennellement. Mais les premières enquêtes nous ont déjà prouvé le contraire. Où que l'on cherche parmi les hauts fonctionnaires, francs-maçons, francs-maçons, francs-maçons. Des francs-maçons sur tous les fronts politiques, militaires et juridiques. Ils ont mené de leurs propres mains des révolutions en première ligne, infiltrant les plus hauts postes politiques dans tous les pays que nous avons examinés. Voici quelques exemples pratiques. Les renversements politiques suivants entre le XVIIIe et le XIXe siècle ont été directement inspirés et initiés par les francs-maçons. 1789 en France par Mirabeau, Robespierre, Danton. 1812 au Venezuela par Miranda. 1821 en Colombie par Simon Bolivar. Bolivar est même surnommé aujourd'hui le George Washington d'Amérique du Sud. Il faisait par exemple partie de la loge numéro 2 au Pérou, appelée Order and Liberty. 1860 en Italie par Mazzini et Garibaldi. 1896 aux Philippines par José Rizal. 1918 en Hongrie par Bela Kun et Kossuth. 1923 en Turquie par Kemal Pacha Atatürk. 1926, renversement au Portugal par Magalhães. Tous les subversifs que je viens de citer étaient effectivement des frères de loge. Ce documentaire prouve que l'influence politique et générale de la franc-maçonnerie est très ancienne, qu'elle a déjà traversé nos siècles de manière atroce et qu'elle commence à porter ses fruits les plus meurtriers à l'heure actuelle. Avant de nous pencher sur leurs dérives récentes, regardons encore un peu autour de nous du XVIIe au XIXe siècle. Par exemple, il est prouvé qu'au moins tous ces présidents américains étaient francs-maçons. Et comme on le sait, les présidents américains ont mené pas moins de 219 guerres d'agression, et l'un d'eux, un franc-maçon, a largué les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Sous leur photo, leur appartenance à une loge est chaque fois affichée. Remarquez toujours la main cachée.
des présidents des États-Unis francs-maçons. Maître de chaire de la Alexandria Lodge. Il a prêté serment à la Constitution sur la Bible de la St. John's Lodge numéro 1 de New York. Williamsburg Lodge numéro 6 en Virginie, colonel pendant la guerre d'indépendance. Grand maître de la Grande Loge du Tennessee. A combattu les Anglais, les Indiens et les Espagnols. Il a soutenu le déplacement forcé des Indiens d'Amérique, de leur pays d'origine. Columbia Lodge numéro 31, à Columbia, Tennessee. Avocat. Il avait approuvé la guerre entre les États-Unis et le Mexique. Avec signe de la main d'appartenance à une loge maçonnique. Lodge numéro 23 à Lancaster, Pennsylvanie. Avocat, sénateur. Franc-maçon, 32e grade. Il a été admis à l'âge de 43 ans dans la Greenville Lodge numéro 11 au Tennessee. Membre honoraire de la Grande Loge de Floride. Il a gracié Albert Pike, le chef du rite maçonnique écossais, qui était recherché par le gouvernement américain pour haute trahison. Signe de main d'appartenance à la loge. Franc-maçon, 14e grade, membre de la Magnolia Lodge numéro 20 à Columbus, Ohio. Général de division, avocat, sénateur, victime d'une tentative d'assassinat. Hiram Lodge numéro 21 à Winchester, Virginie. Avocat, il a encouragé une politique qui a conduit l'Amérique à la guerre impérialiste hispano-américaine. En tenue de franc-maçon. Martin Koch Lodge numéro 806 à Oyster Bay dans l'État de New York. Architecte de l'expansionnisme impérial américain. Membre de la Kilwinning Lodge numéro 356 à Cincinnati. Il a joué un rôle important dans la militarisation et l'expansion du Japon impérial. Membre de la Marion Lodge numéro 70 à Marion, Ohio. Membre de la Holland Lodge numéro 8 à New York. Il a menti pour entraîner l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Responsabilité du largage de la première bombe atomique en 1945. Membre de la Belton Lodge numéro 450 dans le Missouri. Fonda plus tard la Grandview Lodge numéro 618. A été promu grand maître du Missouri en 1940. C'est la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien grand maître devient président. Johnson a été admis dans une loge au Texas en 1937. Il a participé à la dissimulation des faits concernant l'incident de l'USS Liberty 1967. Il a été impliqué dans l'assassinat de John F. Kennedy. Malta, Lodge numéro 465 à Grand Rapids. En 1975, il a été nommé grand maître honoraire de l'ordre maçonnique de Molay. Enseignant, député, sénateur, il a joué un rôle crucial dans la dissimulation des faits réels de l'assassinat de John F. Kennedy. En 1970, Newsweek a appelé Gerald Ford au Congrès l'homme de la CIA. Membre des superloges Asor, Pantalpha et Three Eyes. Il a été directeur de la CIA de 1976 à 1977. Il a armé Saddam Hussein jusqu'aux dents avec des armes chimiques qui ont été déversées en grande quantité sur le peuple iranien pendant la guerre imposée par les États-Unis dans les années 1980, guerre Iran-Irak. Bush a répété au moins 5 fois le mensonge des couveuses, qui a une grande influence sur l'opinion publique américaine et a conduit à ce que les Américains soutiennent largement la participation à la première guerre en Irak. Après ces preuves à peine effleurées du peu d'influence directe des francs-maçons sur la politique, selon ce qu'ils affirment, on pourrait prétendre que ce n'est le cas qu'aux États-Unis et nulle part ailleurs. Pour répondre à cette objection éventuelle, nous allons tout de suite faire un tour d'horizon international et constater depuis combien de temps des francs-maçons de haut niveau sont présidents d'autres pays. Ces constatations sont d'ailleurs importantes pour que nous puissions comprendre par la suite le sens et le but de cette divulgation.
Depuis des siècles, un réseau international de chefs d'État, issus de la franc-maçonnerie de haut niveau, a pu se former, dont l'un des objectifs déclarés dès le début était le gouvernement mondial unique et donc l'abolition de tous les États-nations, mais aussi l'abolition de l'argent liquide, l'abolition de toutes les religions, afin d'amener le monde à sa religion mondiale unique et bien d'autres choses encore. Mais revenons-en à la question. Y a-t-il eu ou y a-t-il des francs-maçons de haut niveau en tant qu'hommes d'État, c'est-à-dire avec une influence politique directe dans d'autres pays? Des hommes d'État francs-maçons dans d'autres pays. Médecin et homme d'État, leader de la révolution chinoise de 1911, premier président de la République chinoise, membre de la société secrète Hong et d'une loge maçonnique. Dirigeant chinois du parti Kuomintang, s'est enfui à Taïwan avec le trésor national après sa défaite et y a gouverné la République de manière dictatoriale dans le but de reconquérir toute la Chine. Prince de Wellington, Premier ministre britannique, maréchal de camp, vainqueur à Waterloo, a été admis dans une loge en Irlande, mais a ensuite renié son appartenance. Roi de Westphalie, membre de la loge La Paix à Toulon. Roi d'Espagne, frère de Napoléon Ier. Grand maître du Grand Orient. Roi de Hollande, deuxième grand maître assigné du Grand Orient. Commandant en chef français pendant la Première Guerre mondiale, maréchal de France. Membre de la loge Alsace-Lorraine à Paris. Général français pendant la guerre d'indépendance américaine. Membre d'une loge militaire à Morristown et de la loge Contrat Social en France. Premier ministre de la France sous Louis XVIII, père de France. Il était grand commandeur de l'ordre maçonnique des hauts grades AASR. Premier ministre français, homme d'État, pacifiste, membre permanent de la Cour d'arbitrage de La Haye, premier président de la Société des Nations. Prix Nobel de la paix en 1920, membre de la loge Sincérité à Reims. Premier ministre en France, membre des loges Grand Orient de France, Edmund Burke, Compass Star Rose. Comte de Rimničský, prince Italiski, généralisme russe, a vaincu les Français en Italie du Nord, passage des Alpes avec des pertes, commémoré par le monument près du pont du Diable. Membre de loge à Saint-Pétersbourg et Königsberg. Membre de la loge parisienne Henri IV et de la loge Les Pyramides d'Égypte. Président du Chili. Maréchal de France. Cofondateur et ministre des Affaires étrangères de la République tchécoslovaque, Premier ministre, président de la République, a organisé la résistance contre l'Autriche avec Masaryk, membre de la loge Pravda Vitezzi. Médecin, inventeur de la guillotine. Vice-président du Sénat belge, l'un des fondateurs et président du Bureau international de la paix, Prix Nobel de la paix en 1913. Membre de la loge bruxelloise Les Amis Philanthropes. Ministre d'État et président du conseil privé à Weimar. Commandeur de la maison, maître de chaire, de la loge Amalia, sous la stricte observance. Roi de Prusse. Il est devenu franc-maçon alors qu'il était prince héritier. Directeur du FBI. Membre de la Federal Lodge numéro 1 et de la Justice Lodge numéro 46 à Washington, D.C. Homme d'État anglais, Premier ministre. Fondateur du mouvement Pan-Europe visant à la création d'une confédération européenne, a été admis dans une loge à Vienne en 1922. Sataniste suprême avoué, successeur de Reuss, chef de l'Auto, se faisant appeler Baphomet, a écrit la messe gnostique et de nombreux livres sur l'ésotérisme maçonnique, spiritualiste et magique.
général de brigade des États du Sud pendant la guerre civile américaine. Franc-maçon, 33e grade et sataniste avoué. Grand commandant de la juridiction du Sud. Chef de l'ordre du haut rang AASR. Homme d'État et révolutionnaire italien. Premier grand maître du rite de Memphis, Misraïm. Avocat. Combattant italien de la liberté. Co-compagnon d'armes de Garibaldi et destinataire de la lettre d'Albert Pike, dans laquelle ce dernier, en tant que général d'armée, planifiait exactement 3 guerres mondiales. Les 2 premières guerres mondiales se sont déroulées exactement selon sa planification. Mazzini était à la tête de l'ordre des Illuminati depuis 1834, membre d'honneur de nombreuses loges. Lors de ses funérailles, des drapeaux maçonniques ont été portés pour la première fois dans les rues de Rome. Homme d'État italien, a soutenu le combat de Garibaldi, véritable créateur d'une Italie unie. Franc-maçon comme beaucoup de ses compagnons d'armes. Physicien italien, co-développeur de la bombe atomique en Amérique. Prix Nobel de physique. Ingénieur français, constructeur de la Tour Eiffel. C'est par de telles sociétés secrètes que la communauté mondiale a été totalement dominée depuis des siècles. Bien qu'elle prétende opiniâtrement que la franc-maçonnerie aurait fait son temps, n'existerait pour ainsi dire plus que sur le papier. De plus, les francs-maçons et les médias publics affirment que l'ordre secret Skull and Bones n'est qu'une petite blague d'étudiants sans importance et que quiconque prétend le contraire est un dangereux complotiste. Voyons donc maintenant qui se trouve à peu près dans cette société secrète tout à fait inoffensive. Par manque de temps, nous ne citons que quelques petits exemples représentatifs. Ces exemples suffisent toutefois amplement à démontrer le mensonge en toile de fond, toujours minimisé. Membre avéré de la société secrète Skull and Bones. « 27e président des États-Unis, juge en chef des États-Unis et secrétaire d'État américain à la guerre. 41e président des États-Unis, directeur de la CIA, ambassadeur de l'ONU et ambassadeur des États-Unis en Chine. 43e président des États-Unis, ministre de la Justice des États-Unis, secrétaire d'État des États-Unis, sénateur des États-Unis, juge à la Cour suprême des États-Unis, président de la Cour suprême des États-Unis, juge en chef de l'État du Connecticut et gouverneur, directeur du personnel de la CIA, secrétaire d'État américain à la guerre et secrétaire d'État américain, secrétaire de la marine américaine et financier de la ville de New York, sénateur américain du Connecticut et banquier, sénateur américain et candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis en 2004, sénateur américain et membre de la commission Warren, sénateur américain, sénateur américain, sénateur américain, secrétaire à la marine et gouverneur de Rhode Island, père du sénateur américain Lincoln Chafee. Sénateur américain, président de l'université de Yale, président du Council on Foreign Relations, ambassadeur des États-Unis en Chine et assistant du secrétaire d'État américain. Directeur de Brown Brothers and Harriman, Standard Oil et Remington Arms. Ambassadeur des États-Unis et secrétaire américain au commerce, gouverneur de New York, président et président du conseil d'administration de l'Union Pacific Railroad, de Brown Brothers Harriman et de la Southern Pacific Railroad. Secrétaire au Trésor américain sous la présidence de William Howard Taft. Ce que peu de gens savent, c'est l'appartenance aux loges des révolutionnaires et assassins de masse suivants. Napoléon Bonaparte, entré en 1798 dans la loge Philadelphie de l'armée, ses frères Joseph, Lucien, Louis et Jérôme étaient également francs-maçons. 5 des 6 membres du Conseil suprême de l'Empire de Napoléon étaient francs-maçons, tout comme 6 des 9 officiers impériaux et 22 des 30 maréchaux de France.
Les liens de Bonaparte avec la franc-maçonnerie ont toujours été minimisés dans les documents historiques. Napoléon III, franc-maçon et empereur de France, 1852 à 1870. Membre du rite écossais ancien et accepté de France. Karl Marx. Karl Marx, le fondateur du communisme, était un franc-maçon 32e grade Grand Orient. Il a causé la mort de plus de 100 millions de personnes. Frère de loge. Joseph Staline. Véritable nom, Joseph Vissarionovitch Djougashvili. Le règne de terreur de Staline, à travers les purges, a coûté la vie de plus de 20 millions de ses propres compatriotes. Il est souvent représenté sur les photos avec le geste de la main cachée. Aucun document officiel n'a pu être trouvé prouvant l'initiation de Staline à la franc-maçonnerie. Bien sûr, les dictateurs comme Staline contrôlaient strictement toutes les informations le concernant et concernant ses affaires, ce qui rend difficile de prouver quoi que ce soit. Staline et Washington, deux idéologies opposées, un même geste de la main. Vladimir Ilyich Lénine, précurseur de la sanglante révolution communiste russe de 1917. Selon l'historien Sergei Volkov, les bolcheviks ont assassiné jusqu'à 2 millions d'opposants après l'attentat manqué contre Lénine. Loge, Joseph de Maistre. Art et travail, Der Ring. Léon Trotsky, de son vrai nom, Léo Davidovitch Bronstein. Stratège de la guerre civile, criminel de guerre et meurtrier de masse. Loge, art et travail. Tournons-nous encore un peu vers les temps modernes et examinons quelques noms connus de la politique de pointe. Pour chaque nom, il y aurait un registre de crimes si long qu'il n'y aurait pas assez de temps au monde pour en décrire tous les détails. Dans ce documentaire, il s'agit uniquement de prouver que la franc-maçonnerie n'est en aucun cas une société secrète sans intérêt politique et sans secret. Franc-maçon à la tête des décennies passées jusqu'à aujourd'hui. Gustav Walter Heinemann, 1969. Il était un franc-maçon actif et le 3e président de la République fédérale d'Allemagne. Heinemann était également ministre de la Justice et exerçait en tant que tel une influence extrêmement pernicieuse. Il a par exemple aboli le paragraphe sur la pornographie dans sa forme existante et a ainsi libéralisé l'ensemble du droit pénal en matière sexuelle. Une vague d'impureté d'une ampleur sans précédent s'est alors déversée sur nos pays. Des centaines de millions de personnes ont perdu en peu de temps leur capacité naturelle à aimer. Des dizaines de millions de relations amoureuses précieuses, de mariages et de familles ont volé en éclats. Des désirs animaux ont remplacé des relations auparavant pleines d'amour. Une insensibilité inconcevable, la froideur, la haine ont remplacé une humanité responsable. Aujourd'hui, des centaines de millions d'enfants vulnérables de moins de 12 ans s'ébattent déjà régulièrement sur des sites pornographiques pernicieux sur Internet. Le bénéfice financier tiré par les exploitants de ces sites se chiffre chaque année en milliards de dollars. Il ne s'agit là que de la partie émergée de ce gigantesque iceberg. Les dommages réels causés dans le monde entier par ce seul franc-maçon ne pourraient pas être décrits de manière exhaustive pendant des jours. Harry S. Truman, 3e président des États-Unis de 1945 à 1953. Il a porté la responsabilité du largage de la première bombe atomique en 1945. Rien qu'à cause de ce seul acte de ce franc-maçon de haut rang, des dizaines de milliers de civils sans défense ont été détruits instantanément. Il a détruit de façon définitive et impitoyable des centaines de milliers de familles sans défense. Dans les décennies qui ont suivi, des dizaines de milliers d'autres innocents ont été victimes de la contamination nucléaire. Et tout cela après que les militaires américains et le président Truman avaient déjà été informés de l'incapacité de combattre du Japon et de sa volonté de capituler. En effet, 60% des grandes villes japonaises étaient déjà détruites, de même que la majeure partie de la flotte et des forces aériennes. C'est pourquoi les Japonais ont demandé des négociations de paix.
Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki étaient donc totalement inutiles d'un point de vue militaire. Cela a également été confirmé par le général américain Curtis LeMay, le commandant responsable des bombardements. Lors d'une conférence de presse le 20 septembre 1945, il a déclaré textuellement « La guerre aurait pris fin en 2 semaines sans l'invasion des Russes et sans les bombes atomiques. » Les bombes atomiques n'ont absolument rien à voir avec la fin de la guerre. Si l'on additionnait non seulement les dommages causés par cet impitoyable franc-maçon, mais aussi tous ceux causés par ses frères présidents avec leurs 219 guerres d'agression, plusieurs jours ne suffiraient pas pour expliquer l'ampleur approximative des dommages. Et voici d'autres exemples du passé récent. D'autres politiciens et personnalités de premier plan avec leur appartenance à des loges. Les francs-maçons comme astronautes. Enfin, il convient également de constater que pas moins de 10 astronautes de renommée mondiale étaient des francs-maçons de haut niveau et des frères de loge. Buzz Aldrin, franc-maçon du 32e grade. Avant son vol sur la Lune, Aldrin était déjà devenu franc-maçon, comme de nombreux astronautes américains avant lui, à la Montclair Lodge numéro 144 dans le New Jersey. Plus tard, il s'est affilié à la Clear Lake Lodge numéro 1417 à Seabrook, Texas. Concord Lodge numéro 688.
Canaveral Lodge numéro 339. Mitchell Lodge numéro 228. Membre de la Carbondale Lodge numéro 82. Luthor Bay Turner Lodge numéro 732. T. John Lodge numéro 104. Artesia Lodge numéro 28. Western Star Lodge numéro 138. Lawrence Lodge numéro 708. Sur la base de ce qui a déjà été dit et démontré, le thème de l'alunissage a-t-il réellement eu lieu et l'explosion de la navette spatiale Challenger 23 revêt une toute nouvelle acuité. Car au moins 6 des 7 membres de l'équipage du Challenger sont encore en vie, selon le documentaire de CLA TV « Est-ce que la NASA nous tromperait ?», 4 d'entre eux sous le même nom. Enfin, nous recommandons de visionner les documentaires suivants de CLA TV. Les peuples sont appelés à participer à des recherches continues sur le thème du complot maçonnique ici et maintenant. Nous vous remercions d'avance pour toute information pertinente.